Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Guirec Hamon, il est référent des Jeunes Horizons des Côtes d'Armor et il est en direct avec nous ce matin, je l'en remercie, on va parler de politique. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, eh bien, on se retrouve dans une crise politique comme aux plus belles heures de la 4e République. Là, il ne s'agit pas d'un cabinet qui est renversé, mais d'une, j'allais presque dire méga, pour reprendre un terme un peu Jones, méga recomposition de la vie politique française. Est-ce que vous le percevez comme ça ? Il y a un moment de flottement, oui, pour le dire voilà, très calmement. À gauche comme à droite. À droite, bon, je vais pas me rajouter à la liste d'attente de ceux qui veulent jeter de l'huile sur le feu. C'est tristement fascinant. Et à gauche, pour l'instant, bon, il y a des blocs qui se sont affrontés depuis 2022, même avant 2022, mais aux élections européennes. Donc LFI, les socialistes, les écologistes, avec des listes différentes qui se mettent d'accord, apparemment, pour finalement se répartir des circonscriptions. Pour l'instant, le masque d'argile tient, mais dans une campagne qui va être très courte, on verra bien ce que ça donne, mais c'est une alliance, peut-être pas contre nature, mais enfin en tout cas qui va montrer des certaines limites dans les idées politiques, dans les idées idéologiques aussi. Donc on se pose la question s'ils sont capables ensuite de former un groupe parlementaire, ça, il n'y a pas de doute, ils peuvent le faire, mais un groupe qui est capable de gouverner sur des sujets sensibles comme l'Ukraine ou alors le conflit en Israël, là, ça risque d'être plus difficile aussi, et on est aussi dans le flou. Donc, cette dissolution a le mérite de mettre face à face les partis politiques, de se reconstituer aussi. Mais enfin, je crois qu'ils ne doivent pas faire l'économie d'un éclairage pour les Français qui se sentent aussi un peu abandonnés là-dedans. On a eu un message très fort justement des Français, cette vague bleue sur toute la France, bleu foncé sur toute la France, avec alors là on parle même plus de percée, on parle d'installation dans le paysage politique du Rassemblement national. Le message est clair, les Français ont envie de changement, ont envie d'une autre gouvernance, d'une autre politique, et comme vous le dites, se sentent abandonnés. Il faut envoyer un message fort aux Français, mais suivi aussi des faits politiques et des faits concrets. Mais dimanche soir, il y a eu une victoire du Rassemblement national. Ensuite, l'analyse du pourquoi, du comment, il y a différentes interprétations. Toujours est-il qu'ils ne veulent pas de cette offre politique qui existait avant dimanche. Et donc, c'est aux responsables politiques maintenant de s'organiser. On peut être attristé de la dissolution, etc. Bon, très bien. On a dit qu'Emmanuel Macron avait prise cette décision un peu tout seul. Il n'avait pas consulté, voilà. Bon, en tout cas, l'Assemblée nationale est dissoute. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait après ? Que fait-on ? Et le bloc central, justement, à Horizon, Édouard Philippe, c'est notre point de vue, c'est il faut ouvrir. Il en a parlé bien avant dimanche soir. Il faut aller des sociodémocrates à gauche et des républicains avec un petit R qui sont finalement dans cet arc républicain, qui sont capables de dialoguer. Et on peut dire, ah oui, mais on ménage la chèvre et le chou. Ben, oui, mais enfin c'est ça aussi, c'est un défi. Montrer ceux qui sont capables de discuter, on ne sera pas d'accord sur tout, mais on fait l'effort de se comprendre. Ce n'est pas le cas dans les blocs extrêmes. LFI, pour l'instant, sent bien que, bon, faut la jouer un peu modérée. On revoit ressurgir Jean-Luc Mélenchon qui a dit « Moi, si on m'appelle, je veux bien être Premier ministre, ça revient. » Oui, mais je veux bien... voilà, je ne suis pas sûr que ça aide d'ailleurs le bloc de gauche pour gagner des électeurs. Mais voilà, ils ont fait la preuve qu'ils aimaient le bruit. Et à l'extrême droite, on voit qu'ils aiment la fureur. Vous avez la fureur, et puis aussi, finalement, ils reviennent sur leurs pas. Quand vous avez un Jordan Bardella qui
quelques heures plus tard, vient dire finalement, peut-être que la réforme des retraites, ce qui était un petit peu aussi pourquoi les Français votaient pour eux. Il y avait une promesse de retraite à 60 ans au départ. Exactement, 60 ans. Finalement, peut-être pas. Peut-être pas parce qu'on va hériter d'une situation économique et financière qui ne nous permet pas d'avoir les marges de manœuvre. Moi, ça me fait penser à une petite ritournelle qu'il dénonçait auparavant, c'est-à-dire c'est toujours la même excuse. Bon, finalement, la normalisation du Rassemblement national, ça le ramène dans le champ lexical, je dirais, de la politique traditionnelle. Donc, c'est pas ce que veulent les Français non plus. A priori, puisqu'ils votent pour le Rassemblement national, pour dire, on a tout essayé, on va peut-être les envoyer eux, on verra bien. Mais non, parce que là, on voit qu'ils ne feront pas ce qu'ils ont dit sur des sujets comme ceux-là. Il y a une nouvelle fois un revirement. C'était pareil sur l'Europe, c'était pareil sur l'écologie. Marine Le Pen était pro-énergie renouvelable il y a 5-7 ans. Maintenant, c'est du pro-nucléaire. Enfin, je veux bien qu'on change d'idée. Enfin, il faut quand même une colonne vertébrale. Et ça, c'est dangereux. Le bloc central, donc une majorité parlementaire cette fois-ci, et non plus forcément une majorité présidentielle, elle ouvre. Donc ceux qui veulent travailler sérieusement, calmement, mais sur des sujets graves, ils sont libres de venir avec nous. Il faut un bloc central qui soit stable face à des extrêmes qui veulent faire secouer les choses pour leur plaisir personnel. Il faut du calme pour qu'une politique d'avenir, une politique solide s'installe. Il faut du sang-froid, en tout cas. Il faut du sang-froid. Édouard Philippe l'a montré, qui était capable de discuter. C'est quelqu'un qui peut discuter avec des socialistes, il peut discuter avec des républicains. Il ne va pas juger personnellement. Il y a une discussion construite, argumentée. Alors, ça peut paraître parfois un petit peu abstrait, etc. Mais c'est ça qu'on demande. On n'est pas dans la politique télé-réalité. On ne sort pas... Quand on sort un responsable politique, il y a des conséquences derrière. Mais ça, tout le monde le sait. Il y a une exaspération des Français aussi. Et c'est pour ça qu'à ce micro, il y a une personnalité qui a compris cela. C'est Édouard Philippe. S'il faut discuter avec la gauche, avec la droite, et que finalement, la petite... l'idée que Horizon se fait des grands thèmes, eh bien, si on doit revoir un petit peu la copie, on la reverra. Il faut du calme. Et le bloc central, justement, il y en a qui disaient que revenir au centre, balle au centre, finalement, ça va faire qu'accentuer la force des extrêmes. Non, ça montrera aux responsables politiques qu'on est capable, que les responsables politiques sont capables de travailler sérieusement. Ça montrera que c'est la voie à suivre. Donc la gauche, elle, pourra se reconstituer, la droite modérée aussi pourra se reconstituer. Voilà, il faut montrer que ça marche et pas simplement être dans l'éclat parce que bon, sur le moment ça fait plaisir, mais c'est sérieux, c'est grave. Oui, la situation est grave. Alors on va revenir sur cette séquence d'hier qui a été quand même, allez, on peut dire de la politique spectacle, en tout cas un spectacle un peu pitoyable si on en croit les réseaux sociaux. Les Français, en tout cas aujourd'hui, jugent très sévèrement les politiciens. Allez, je prends le terme générique. Est-ce qu'il faut revenir finalement à une France, j'allais presque dire la France de Pompidou, une France plus équilibrée, plus calme, avec évidemment un contexte très différent économique, un contexte aussi de guerre, hein, on en parle très souvent sur cette antenne, aux portes de l'Europe ou au Proche-Orient. Est-ce qu'il faut arriver à retrouver ce calme pompidolien? On l'a des fois comparé à Pompidou un petit peu, Édouard Philippe. Est-ce que la comparaison est bonne? Ça dépend dans quel terme, parce que Pompidou, ça fait quand même un petit moment qu'il nous a quittés. 50 ans, hein. Oui, un petit peu plus, même 60, 62. 74, c'était 1974. Enfin bref, bon, toujours est-il... Oui, oui c'est bien. Oui, vous avez raison. Non, vous avez raison. Et bon, Pompidou, ça peut faire plaisir si on veut, mais c'est comment... c'est finalement, est-ce qu'on... comment dire, il faut une politique de toute façon française qui soit une politique de façon générale. Il faut qu'elle soit vivante aussi. Donc s'il y a des éclats et qu'il y a un vrai désespoir, il faut qu'il s'exprime. Ensuite, c'est la responsabilité, là encore des politiques, pardon, de finalement comprendre ça, comprendre le désespoir, comprendre les préoccupations et d'agir en conséquence. Édouard Philippe l'a montré, Édouard Philippe le dit aujourd'hui. Et donc, il
il faut pouvoir discuter, c'est vrai, dans le calme, mais le calme perpétuel, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faut aussi claquer les portes. Oui. Donc, est-ce que c'est une figure pompidolienne, je ne sais pas. Mais c'est une figure, je pense, qui est appréciable aujourd'hui et je pense nécessaire aussi et qui fait du bien. Parce que voilà, on sent que dans un mouvement, dans une circonstance, dans une situation comme celle-ci, il est capable de garder son sang-froid, il est capable de prendre des décisions, mais il ne va pas verser dans l'explosion des émotions. Donc je trouve ça rassurant et je veux faire passer justement le message là à ceux qui nous écoutent et qui peut-être nous regardent, qu'il est capable de ça, et pas pour des gains personnels. S'il avait des gains personnels à récupérer, il aurait peut-être choisi une autre stratégie que l'on a vue un petit peu plus à droite. Alors justement, à droite, ça va très mal. On a vu Éric Ciotti hier faire en fait une alliance avec le Rassemblement national et se barricader. Alors on a vu beaucoup de choses dans notre République, mais voilà, se barricader au siège des Républicains. Il est exclu évidemment de la présidence. Il veut rester président des Républicains. On va voir donc, si j'en crois ce qui se passe sur le terrain, des listes des Républicains fidèles au message gaulliste et des Républicains fidèles à Éric Ciotti. Ça risque de compliquer, là encore, la vie politique et en tout cas le choix des Français. Oui, mais cette dissolution, bon, elle est, on peut la regretter, certains ont pu même l'espérer dans les mots, parce que je ne suis pas sûr qu'en réalité, lorsque le Rassemblement national appelait à la dissolution, ils aient finalement compris qu'il était capable de le faire. Bon. Ça montre bien qu'ils ont encore là, même quand c'est français, quand c'est chez eux, ils ont encore du mal à comprendre les gens. Bon, et surtout leur ennemi public numéro 1 à eux, Emmanuel Macron. Ça le mérite, en tout cas, là, depuis quelques jours, parce que il y a 20 jours, en fait, finalement, avant les élections. Bon, maintenant, un petit peu moins. C'est très court. Oui, c'est très court, mais ça le mérite. Mettez-vous d'accord, est-ce que vous êtes capable, etc. Donc on voit bien qu'il y avait des blocages finalement qui ressurgissent, qui à un moment donné seraient arrivés. Mais puisque c'est très court, finalement toutes les décisions importantes dans ces formations politiques, elles doivent se prendre au même moment. Donc les blocages se font au même moment. Ça donne l'épisode qu'on connaît aujourd'hui, c'est que on a l'impression que tout va mal. C'est parce qu'il y avait aussi je pense, le verre dans la pomme depuis un petit moment. Il fallait crever l'abcès à un moment, finalement. Est-ce qu'il fallait? Oui, sûrement. Je pense que pour les Français aussi, il y a un ras-le-bol des Français qui ont voté Rassemblement national. Est-ce que c'est par adhésion ou est-ce que c'est par rejet des autres? Ça veut bien dire qu'eux l'ont senti. Bon, ça met aussi les responsables politiques de ces formations-là devant cette vérité, ce constat-là qu'ils refusaient peut-être de voir. Donc, ça fait un peu fouillis, c'est vrai, mais on prend une nouvelle page et on y retourne. Après, est-ce que c'est crédible concernant la gauche, le bloc de gauche? Pour l'instant, ça paraît sur la feuille. Dans les idées, ça ne l'est pas. Est-ce que ça l'est à l'extrême droite? On voit que Jordan Bardella revient sur la réforme des retraites. Et on a Marion Maréchal également qui vient d'être exclue avec quelques cadres de Reconquête et qui a annoncé sur les réseaux qu'elle ne rejoindrait pas le Rassemblement national. Voilà. Oui, après c'est peut-être décevant pour Reconquête et d'avoir accueilli Marion Maréchal. Mais enfin bon, comme l'avait écrit Victor Hugo, toujours la trahison trahit le traître. Voilà, donc on y arrive aussi. Ça clarifie les choses pour les Français si on est attentif. Ça met dans une position difficile ceux qui avaient justement manœuvré dans l'ombre. Enfin, à vous de prendre vos responsabilités maintenant. Victor Hugo, qu'aurait-il écrit aujourd'hui? Voilà, la question reste entière. Je pense que ça aurait été intéressant. Voilà, son analyse aurait certainement été très, très fine et très posée. Édouard Philippe n'était pas hier à la conférence de presse du président de la République, Emmanuel Macron. Ça a été observé. On a dit, tiens, Édouard Philippe n'est pas là. Est-ce qu'il y a un éloignement du président, alors que Édouard Philippe a toujours été quand même soutien de la majorité présidentielle, ou est-ce que tout simplement il est déjà sur le terrain?
Il est sur le terrain depuis un petit moment maintenant. Donc c'est pour ça, il n'était pas là à la conférence de presse du président. Les caméras n'étaient pas, n'attendaient pas, les journalistes n'attendaient pas l'expression de Monsieur Édouard Philippe. On aurait limite une grande figure de dos au premier rang. Voilà, bon, il y avait Christophe Béchu qui y était. Donc Horizon était présent. Maintenant, Horizon a aussi des responsabilités, et c'est donc de proposer cette ouverture que certains vont dire contre nature, parce que ça rappelle en même temps, c'est ce que j'ai entendu dire à gauche, à droite, et puis finalement tout va bien se passer. Non, on ne dit pas que tout va bien se passer, on va dire qu'on va travailler à ce que ça marche et que les gens de bonne volonté travaillent sérieusement et s'écoutent pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on a besoin de mettre les mains dans le cambouis. Ça ne va pas être confortable, ça ne va pas être évident, mais il faut le faire. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et moi, je suis bien heureux, en tout cas, je suis satisfait que Édouard Philippe, il y ait cette figure-là qui assume cela, qui le dit clairement, qui le dise clairement. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a qui vont dire, oui, il faut un bloc central. Mais Édouard Philippe pose les choses. C'est, bon, Horizon veut travailler. La majorité présidentielle a d'une certaine façon un petit peu échoué, ce qui amène à cette dissolution. Horizon est capable de le faire. On est toujours allié avec Renaissance, avec le MoDem, avec l'UDI, mais on ouvre plus grand avec ceux qui veulent travailler sérieusement. Il y a besoin d'une unité nationale, d'un gouvernement d'unité nationale pour faire face aux grands enjeux. Là, on voit que la France est très fracturée. On voit aussi qu'il y a des préoccupations. Là, la préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. Vient après l'immigration. Sujet très... j'ai entendu dire casse-gueule, hein, c'est un petit peu le mot employé. Ce sont des sujets graves, importants et qui en fait, engagent la France pour l'avenir. Oui, mais il faut en tout cas une réunion qui amène l'union nationale et pas prendre l'inverse. On va faire une composition qui a l'apparence de l'union nationale. Non, l'union nationale, c'est la conséquence heureuse, j'espère, de cette union. Il y a des sujets qui préoccupent les Français, mais on ne va pas regarder à côté. C'est justement ça qui amène à cette situation actuelle. C'est le reproche qu'on a fait à Emmanuel Macron de mettre un peu la poussière sous le tapis parfois. Oui, après, il y a des sujets, on prête toujours quand on prend des décisions, on prête le flanc à des critiques. Bon, il y a des choses qui ont été faites, des choses qui ont été mal faites, tant sur le fond que dans la méthode. Sur l'immigration, par exemple, je prends un exemple au hasard, Horizon s'en préoccupe. C'est pas simplement un sentiment naïf des Français. Non, non, non. Dans des quartiers, dans des endroits en France, il y a un sentiment d'insécurité. Et pendant la loi, justement, de immigration, ça nous a été reproché, donc toujours les mêmes... finalement, les mêmes invectives, des racistes, il faut bien réaliser quelque chose, c'est que, pour ça, on a besoin de l'Europe, d'une part, c'est qu'en 2050, 2060, 70, la population européenne, de l'Union européenne, plus si on parle du continent, on va dire 500 millions. Bon, elle n'aura pas changé. Vous avez une population africaine et au Moyen-Orient qui aura doublé, voire triplé. Si on pense qu'il ne faut pas revoir une politique d'immigration, mais réfléchie, pas sur simplement l'émotion, eh bien, si on pense qu'il ne faut pas revoir cette politique d'immigration, on se trompe. Et on va exacerber l'exaspération des Français qui va amener, et on le voit, c'est peut-être le premier épisode ou le second, qui va amener l'extrême droite au pouvoir et qui ne va pas prendre les bonnes décisions, qui va prendre des décisions basées sur l'émotion, pas sur la technique, il faut les deux, mais uniquement sur l'émotion, sur finalement des bénéfices ponctuels électoraux, et pas sur le long terme. Donc il faut s'attacher à cela. Le pouvoir d'achat, c'est la même chose. Il faut avoir le courage de dire, bon, il y a des choses qu'il faut revoir. Sur l'énergie, peut-être. La porte est ouverte, là, encore une fois. Il faut parler aux sociodémocrates et aux républicains avec un petit R. Et j'exclus, je lui dis petit R parce que on exclut, évidemment, le Rassemblement national. Si demain, Jordan Bardella arrive à Matignon,
bon, ça va, là encore, changer beaucoup de choses dans la vie politique, et on va voir beaucoup d'opposition, on imagine, une difficulté à gouverner, même si les projections laissent entrevoir que le Rassemblement national aurait la majorité à l'Assemblée. Horizon entre en résistance, si j'ose dire. Horizon reste fidèle à ce qu'il pense, finalement. Finalement, il n'y a jamais eu d'ambiguïté là-dessus. On entre en opposition, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque nous étions dans la majorité. Bon, après, si on peut faire de la politique fiction, finalement, on peut dire opposition, oui, mais pas opposition pour l'opposition, parce que les propositions, je ne sais même pas si on peut dire les propositions, parce qu'elles changent tout le temps. Donc, à la limite, proposition, c'est un petit peu sérieux. Les idées ou les ébauches d'idées du Rassemblement national ne sont pas tenables. Ne sont pas tenables. Alors, c'est pas, comment dire, pour faire peur aux Français ou quoi que ce soit, mais quand on écoute véritablement sur le long terme ce que disent les membres du Rassemblement national, ça n'a aucun sens, c'est dangereux et c'est flou. Et justement, je parlais de la réforme des retraites. Bon, ils ont été en opposition, ils ont gagné énormément d'adhésion ou en tout cas de ralliement au moment de cette réforme des retraites. Bon, on revient à 60 ans, Madame Le Pen dit. Il y a donc un peu plus d'un an. Aujourd'hui, Jordan Bardella dit non, on ne peut pas. Voilà. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut noter que le Conseil des retraites, le corps, a annoncé un déficit qui ne sera pas comblé. Pas avant, en tout cas 2070, hein, c'est ce que laisse entrevoir le corps. Oui, mais après, il faut prendre ça en compte, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, le corps disait qu'en 2022-23, nous serions en déficit, ou si nous serions en déficit, finalement, nous avons été en excédent. Donc, les prévisions, ça sert pour s'orienter, mais c'est pas une destination. Il faut rester prudent. Il faut rester prudent, mais il faut surtout... Il y a des changements qui s'opèrent. Bon, mais en tout cas, il faut avoir, c'est vrai là-dessus, sur ces prévisions, un cap clair et pas se réfugier là encore une fois, parce que l'argumentation du Rassemblement national par la voix de son président Jordan Bardella est symptomatique des futurs arguments qu'ils sortiront s'ils arrivent au pouvoir, au gouvernement, là, dans 20 jours, mais à la présidence de la République, s'ils y accèdent, c'est-à-dire, on n'a pas pu, parce que, et là, ils vont dérouler tous les arguments traditionnels, on n'avait pas les mains libres, nous n'avions pas la présidence, sans jamais expliquer pourquoi d'ailleurs, en ayant la présidence, ils auraient fait mieux, parce que la situation économique fait que nous devons faire des efforts, etc. Ils revoient toutes les copies, et ça les met, finalement, cette dissolution, ils disent, nous sommes prêts à gouverner. Mais finalement, on voit bien que non, vous êtes toujours un peu dans le flou. Donc, il n'y a pas de colonne vertébrale. Le but, c'est d'arriver au pouvoir coûte que coûte. Après, on verra. Voilà leur ligne de conduite. Elle est claire. Alors que on faisait référence tout à l'heure à Pompidou, on aurait pu parler du général de Gaulle en son temps avec des visions à 10, 20, 50 ans même. Oui. Est-ce qu'il faut revenir à cette politique du temps un peu plus lent, du temps posé, qui convient pas toujours à tout le monde dans cette époque qui va très vite évidemment, au temps déjà de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'il faut avoir une politique finalement beaucoup plus humaine et qui dessine une France, allez, à 10, 20, allez, 50 ans, pourquoi pas. Oui, mais c'est justement ce manque, je pense, d'inspiration chez les politiques qui, finalement, désole les Français. C'est qu'on a reproché à Emmanuel Macron la politique du chèque. Bon, après, il faut le payer aussi, ça. Donc... le quoi qu'il en coûte. Du quoi qu'il en coûte, oui, mais là, c'était dans une situation quand même de Covid où... Heureusement, pour ça on dit la dette française a explosé, oui, mais enfin bon, heureusement qu'on a soutenu les entreprises. Heureusement qu'on ne les a pas laissés, voilà, parce que ça aurait creusé le déficit, donc la dette, et donc les intérêts de la dette, qui sont une charge dans le budget de l'État quand même assez importante. Et ça ne permet pas de réinvestir nous-mêmes, d'avoir une capacité d'autofinancement, d'investissement en France. Donc heureusement qu'il y a eu ça. On peut discuter ensuite sur la façon dont ça a été fait, mais heureusement qu'il y a une réponse rapide. Sur le long terme, oui, sur le long terme, il faut un cap, il faut une boussole. Mais ensuite, ça n'empêche pas
et puis même ça oblige de regarder la situation telle qu'elle est, puisque la France elle-même ne décide pas du sort du monde. Il y a des choses à regarder, en Chine notamment, en Russie encore une fois. Il y a également tous ces défis-là que le Rassemblement national n'arrive pas à saisir et à proposer, pour proposer des idées solides qui sont même de bon sens. Ils n'y arrivent pas. Donc là, on est recentré sur la France parce que, évidemment, il y a une dissolution, il y a une recomposition. Oui, mais quand on voit la réaction des politiques, d'extrême droite, d'extrême gauche, on voit qu'il n'y a pas de vision sur le long terme, ou alors elle est très naïve. Vous avez cité le nom de la Russie. La Russie qui regarde, dit-on, en tout cas si l'on en croit les revues de presse qui nous parviennent chaque jour, avec beaucoup d'intérêt. Même Vladimir Poutine lui-même suit avec beaucoup d'intérêt les déboires, hein, c'est le terme employé, d'Emmanuel Macron. C'est quelque chose d'inquiétant aussi, ce regard, j'allais dire insistant, de la Russie en notre direction. Mais finalement, c'est un regard, je dirais, qui est porté en permanence sur les autres États. C'est un regard qui il regarde évidemment ce qui se passe en France, peut-être avec une petite délectation. Mais enfin, moi, je ne sous-estimerais pas non plus les soubresauts dont est capable la France. C'est-à-dire que même dans des situations de crise, on est capable, et on ne s'y attend pas, les autres ne s'y attendent pas forcément, à ce que la France ressorte unie, plus forte, etc. C'est dans des situations de crise aussi qu'on peut faire des choses bien si on les fait sérieusement. Et à Horizon, c'est notre pari. Donc, Vladimir Poutine peut regarder ça avec un petit sourire en coin. Voilà, je pense que il est peut-être plus intelligent que ça. Il se dit, ah, là, il y a un moment de doute, on va regarder ce qui se passe. Et justement, moi, je crois que la France, elle est capable de faire le bon choix et dire, bon, bah, on avance, toujours, on est serré. Et on y va, parce que sinon on va se faire, excusez-moi du terme, on va se faire bouffer. Les Français d'ailleurs ont une capacité de résilience et d'entente aussi face au péril. On l'a vu évidemment pendant la dernière guerre mondiale. On commémorait les 80 ans du débarquement il y a quelques jours. Voilà, et ce discours de De Gaulle, et reparaîtra le soleil de notre grandeur. Hein, c'était la fin de ce discours de débarquement. Est-ce que demain la France peut reprendre justement sa position importante au sein du concert des nations? La France dans l'Europe, évidemment. Mais oui, et c'est ce qu'elle fait depuis. C'est ce qu'elle fait. Elle maintient sa position de grande puissance. Alors, il y a le French bashing, comme on dit. On aime bien un peu se flageller. Ça peut faire du bien parce que ça nous permet aussi un peu nous de revenir les pieds sur terre et d'avancer. La France, justement, dans cette logique de puissance, est européenne. L'Union européenne, ça sert aussi la France. C'est pas l'Union européenne impose à la France ceci, cela. Il faut quand même rappeler que dans l'Union européenne, il y a le Conseil européen, pardon, il y a les chefs d'État et de gouvernement qui choisissent aussi. Hein, donc il y a de la politique finalement, il n'y a pas que de la technocratie. Exactement. Au Parlement européen, c'est la même chose. On a 81 sièges. Bon, bah maintenant, il y en a 35, 30, je ne sais plus combien, au Rassemblement national. On parle de 32 sièges, je crois. 32. 32 sur 81, ça fait 32 sièges de personnes qui ne seront pas là et qui ne décideront pas. Donc c'est une influence en moins, enfin une force d'influence en moins pour la France au Parlement européen. Voilà la conséquence concrète. Bon, est-ce qu'ils y seront après au Parlement européen à Strasbourg ou à Bruxelles? Ils ont déjà du mal à aller à une ville, alors les imaginer d'aller une à l'autre, je pense que ça va être plus difficile aussi. Mais la France, elle a toujours chercher sur le long terme ses intérêts aussi, mais les intérêts communs, parce que ça participe aussi de nos intérêts à nous. Une toute dernière question, il nous reste 30 secondes. On a beaucoup parlé des médias dans cette campagne des Européennes, en pointant du doigt certains médias qui auraient peut-être favorisé la montée du Rassemblement national. On parle aussi de cette privatisation possible si demain Jordan Bardella arrive à Matignon de l'audiovisuel public. C'est grave l'idée de privatiser l'audiovisuel public? Mais là encore, c'est des idées qui sont dites comme ça parce que ça fait, ça tient dans un TikTok. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Voilà. C'était Guirec Hamon, référent des Jeunes Horizons des Côtes d'Armor, qui était avec nous en direct pour commenter cette actualité politique foisonnante. Tout à fait. Et merci d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.